Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est parti pour le LGF avec au programme notre invité tout à l'heure. Il est sénateur des Français établis hors de France, à l'étranger. Il s'appelle Jean-Yves Lecomte, il sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. On parlera évidemment de la visite de Mila à la mosquée de Paris pour un signe d'apaisement. Un Coran d'ailleurs lui a été offert par le recteur de la mosquée de Paris. On parlera des restrictions éventuellement annoncées la semaine prochaine par le président de la République Emmanuel Macron et de la Tunisie qui se reconfine à partir de demain. Confinement général sur tout le territoire au vu de la situation dramatique. Dans un instant, nous ferons un petit tour par un festival qui ouvre ses portes du côté de Lyon. Dans un instant, ne bougez pas, bienvenue à tous. C'est parti pour le LGF jusqu'à 18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Tout de suite, place à la culture sur France Maghreb 2 pour parler d'un festival qui démarre aujourd'hui, ce vendredi, et pour 2 jours, demain. C'est le festival qui démarre aujourd'hui à Lyon. Cinéma du Sud à l'Institut Lumière, et nous sommes avec l'un des directeurs artistiques de ce festival, Abdallah Zerguine. Bonjour. Oui, bonjour à vous et merci de cet entretien pour parler du festival. Voilà. Alors justement, le festival qui va être consacré justement au Maghreb et au Moyen-Orient. Tout à fait, c'est un festival qui est là cette année nous célébrons notre 21e édition parce que la première édition a été réalisée en 99 quoi. Donc ce festival qu'on fait en partenariat avec l'Institut Lumière, comme tout le monde sait, l'Institut Lumière qui est dirigé par Thierry Frémaux, qui est par ailleurs délégué général du Festival de Cannes. Et les éditeurs le savent, je pense, et l'Institut Lumière, le cinématographe a été inventé à Lyon par les frères Lumière, pour le premier film. Et donc, l'Institut Lumière est un lieu mondialement connu, mythique du cinéma, et ils ont dit, j'aime bien le dire, c'est la Mecque du cinéma, quoi. C'est le cinéma du monde entier viennent ici, donc il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc on est ravis d'organiser ce festival et avec ce beau partenariat qu'est l'Institut Lumière, voilà, pour donner un éclairage sur les cinématographies, je précise, des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Comment ça va se dérouler concrètement? Ça va être diffusion donc de ces films en public, ou est-ce qu'il y a une version digitale? Nous on privilégie, à savoir nous privilégions les films, des fictions, documentaires, des réalisateurs de tous ces pays Maghreb et Moyen-Orient, quoi, avec des cinéastes connus, reconnus, mais aussi la jeune génération. C'est vrai que en général le festival dure beaucoup plus de jours, mais comme cette année avec le Covid, les institutions ont été impactées, du coup l'Institut Lumière a été impacté de sa programmation, du coup le festival on n'aura que 2 jours. Néanmoins, on est très heureux parce qu'on va donner ces 2 jours, on a sélectionné 6 films qui ont été réalisés par la jeune génération de réalisateurs originaires d'Algérie, Égypte, Maroc, Syrie, Liban, Soudan. Et parmi ces 6 longs métrages, 5 sont des premiers longs métrages. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est à partir d'aujourd'hui, on le disait, sur 2 jours, donc ce festival où tous les films du Maghreb et du Moyen-Orient, en tout cas sélectionnés par vos soins, seront diffusés. Est-ce qu'il y a une version digitale qui sera proposée ou pas pour ceux qui ne sont pas sur Lyon? Non, c'est-à-dire que nous on privilégie, pas absolument pas. Nous privilégions, le cinéma pour le cinéma en présence du public, quoi. C'est vrai que, pour nous en tout cas, l'année dernière, d'ailleurs, nous avons fêté la 20e édition. Malheureusement, les circonstances nous ont empêchés, quoi. Et il a été reporté au mois de novembre, ensuite annulé, quoi. Mais c'est vrai on préfère avoir le parti pris de montrer ces films en présence du public, et aussi la présence des réalisateurs qui viennent pour débattre, pour présenter leurs films, et la rencontre avec le public pour nous est très importante. Bien sûr, c'est d'une part présenter des œuvres qui sont, d'ailleurs, je le dis à l'antenne,
qui sont peu diffusés, peu vus dans les médias, les chaînes de télévision et dans les circuits cinématographiques, bien qu'il y ait une évolution. C'est vrai, quand on a démarré ce festival, c'était plutôt très marginal, quoi. Maintenant, on est ravis que des grands festivals comme Berlin, Venise, Cannes, Sundance aux États-Unis et d'autres, sélectionnent ces grands films. D'ailleurs, on le voit cette année à Festival de Cannes. On a pu le voir avec en 2018 avec Nadine Labakir, réalisatrice libanaise, pour le film Capharnaüm. Enfin voilà, de plus en plus de grands festivals sélectionnent ces films. D'ailleurs, ces films qu'on présente ont été sélectionnés dans ces grands festivals. Néanmoins, c'est vrai que ces films qui sont non seulement d'une inventivité, d'une production très riche à plein de niveaux, quoi. Parce que c'est vrai que cette jeune génération, c'est une génération de cinéphiles qui connaissent le cinéma du monde. Chacun dans la personnalité a été, influencé par un auteur ou un autre, et ils parlent, de leur société actuelle, avec un regard artistique, bien sûr, certes, mais en même temps avec un regard exotique ou un regard qui va en profondeur, on va dire, dans l'évolution de ce qui se passe dans la société. Alors, que ce soit une fiction ou un documentaire, quoi. Voilà. Abdallah Zerguine, je rappelle que vous êtes directeur artistique. Également, si je peux le préciser, nous sommes dans la direction artistique. Voilà. Farida Hamak. Absolument. Et moi-même. Et voilà. vous-même. Est-ce qu'on peut retrouver un site, un Facebook ou un endroit pour tout à fait. Donc les auditeurs de la radio peuvent voir la programmation donc à l'Institut Lumière. Je dis donc c'est 3W. Je répète 3W.institut-lumière.org. Je répète 3W.institutlumière.org. Et le site de Regard Sud, c'est www.regardsud, en minuscule tout attaché.com. Très bien. Voilà. Merci. Et le festival, pour ceux qui viendraient à Lyon, se passe à l'Institut Lumière, et les renseignements 04 78 18 95. Voilà, montrons mon plaisir lumière. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté ce festival donc qui démarre à partir d'aujourd'hui, monsieur Abdallah Zerguine. À très bientôt. Merci encore, merci de votre soutien, merci de relayer cette information. C'est ce qu'on fait, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester, c'est parti pour le LGF avec aujourd'hui, en ce vendredi, monsieur Tarek Mami qui est avec nous parce que le vendredi c'est Mami. Comment ça va Tarek ? Bonjour Christophe, bon ça va. Alors on est dans une situation, un peu comme le temps parisien, c'est-à-dire grise, on peut avoir le moral, mais bon autour... Voilà. Alors. Mais sinon, bonjour cher Christophe, bonjour à toutes et bonjour à tous, tout va bien. Farid Tamsamani est avec nous aussi parce que le vendredi c'est Tamsamani. Comment ça va Farid ? Très bien et toi Christophe ? À l'heure, très bien. 16h24, mais à l'heure quand même. Non, presque à l'heure. Il était à l'heure. On recevra tout à l'heure un sénateur, messieurs. On fait la tournée en ce moment des parlementaires. Hier c'était un député, aujourd'hui c'est un sénateur qui est... quelqu'un qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs, qui est très peu présent sur les réseaux sociaux, monsieur Jean-Yves Lecomte. Je ne sais pas s'ils sont toujours 560 ou je ne sais pas combien ils sont. On lui posera la question. Non, représentant des Français établis hors de France, c'est son titre. Voilà. Il est membre de plusieurs commissions, notamment sur la loi constitutionnelle, de législation. Vous savez, il y a des mots évidemment très compliqués, on verra cela avec lui tout à l'heure. Membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. On lui posera la question sur Esther Benbassa, vous avez vu, incroyable. D'ailleurs, elle s'est mise en retrait. Pour passer des vacances ? Pour passer des vacances aux frais des parlementaires, oui, frais du Sénat. D'abord, faut rappeler, cher Christophe, c'est vous qui l'avez recevue, elle est venue à plusieurs reprises. Elle n'a jamais ni boudé son plaisir, ni dit non, je peux pas. Non. Donc, ils ne sont pas nombreux à être comme ça. Accompagnée d'une collaboratrice, on aurait peut-être dû lui poser la question. Non. Elle est venue toute seule. À 4 fois. Ouais, toute seule. À chaque fois, elle est venue toute seule. Elle est venue en gros 4 fois. Non. Elle est venue en gros 4 fois toute seule. Oui. Bon. Ouais. En tout cas, voilà, c'est Mediapart qui sort cette enquête. Donc, à partir du moment où vous parlez d'Esther Benbassa, dites un petit mot sur le ministre de la Justice, pareil, parce qu'on sent la fin des mandats, et puis les règlements de compte, il faut préparer les places aux autres. Oui, mais bon, c'est pas forcément les mêmes affaires. Oui, mais bon, voilà. J'allais dire, ça ne fait que remplir et confirmer, cher Christophe, ils sont tous pourris, quoi. Ouais, voilà.
Je sais pas s'il faut tomber dans le tous pourri, Non, espérons non. qu'il y en a quand même qui fassent bien leur travail. Et les parlementaires qui sont assez discrets et qui essaient de faire un peu le travail aussi. Voilà, il faut les saluer, on les reçoit. Tout à fait. On en recevra d'ailleurs un autre la semaine prochaine, lundi prochain, un député de La République En Marche. Voilà, ça risque d'être d'ailleurs assez compliqué pour les législatives l'année prochaine pour certains d'entre eux. Bref, c'est parti. Commençons par les vacances, par Oui. l'ouverture de la saison, par la présidentielle. Oui. Et après... Vous avez vu que par rapport aux dates de la présidentielle, ça pose problème, ça tombe en plein les vacances. C'est la France Insoumise d'ailleurs qui a soumis ce problème. Ouais. Et le président consulte. Mais je vois pas comment il pourra changer les dates, ça me paraît un peu compliqué. Bah si, s'il avance, personne ne dira rien. S'il recule d'une semaine ou de 15 jours, tout le monde il dit c'est pour continuer à préparer sa campagne, c'est la vie politique. Par contre, cette date tombe pile poil, cher Christophe. Moi, j'ai travaillé mon article en faisant mon reportage sur l'Assemblée Générale du CFCM, dont on parlera peut-être un mot. Ça tombera pile poil pendant le mois de Ramadan. Oui, Mais c'est pas la première fois que ça tombe pendant la fin des vacances. Hein. oui. Mais Il me semble que François Hollande avait organisé l'élection présidentielle. Alors, il pensait pas ne pas être candidat, mais il me semble que les dates qu'ils avaient choisies pour 2017, elles étaient à peu près équivalentes. Oui, ça tombe souvent pendant les vacances d'avril, forcément, c'est en avril. Donc voilà. Et donc le Ramadan tombera pareil. Alors est-ce qu'on reportera la date du Ramadan? On demandera au CFCM. Hein. S'il existe encore. Oui. Ce qui est une autre histoire d'ailleurs. J'ai pas l'impression que ça intéresse grand monde ce CFCM d'ailleurs, mais bon. On a fait un beau reportage, on le lira. En tout cas, moi qui suis journaliste et qui connais cette organisation depuis 2003, j'ai mis 4 jours à comprendre comment ça marche. Ah oui, bon, très bien. Allez, c'est parti pour le quiz et ça, il n'y a pas besoin de 4 jours, c'est très vite, tout de suite. C'est des oui questions. ou non. Quiz. Avant de parler de ce qui risque de nous attendre la semaine prochaine avec les annonces du président qui devrait prendre la parole. Pour un dit-on. 4e confinement ou 4e mesure. Non, pas confinement. Ça s'est écarté d'emblée, mais de nouvelles restrictions, oui, des mesures de restriction. Donc ça sera la 4e quand même. Ouais, 4e vague, voilà. Nous dit-on. Alors, on nous parlait de fin juillet, maintenant c'est plus fin août. Hein. On croit ce matin les spécialistes sur les plateaux. Bah, il faut inciter les gens à partir en vacances, à consommer aussi, Oui, c'est important. oui. Voilà. Bah, y a une telle masse d'argent dans les banques qu'il faut les sortir un petit peu. Alors, avec mes questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 juillet, les amis. Première question à un point. Indépendance de quel pays d'Amérique du Sud on est en 1816? 1816 Oui. Haïti. Non, c'est pas Haïti. Non. 1816, D'ailleurs, Haïti, 1816, On aura un mot sur 1816. Haïti avec ce qui s'est passé Oui, l'assassinat. du président. Haïti, Parce que Haïti est un des premiers, Le premier. pays, Ouais, le premier pays à prendre l'indépendance de la France. Alors, est-ce que c'est le pays de Simon Bolivar? Non, c'est pas la Bolivie. C'est un pays d'Amérique du Sud. Oui. Brésil. Un très grand pays d'Amérique du Sud. Brésil, d'ailleurs. mais Non. Argentine. Argentine Ouais. est une bonne réponse. 1816. Alors, quand on dit indépendance, c'est de l'Espagne, il faut le rappeler, parce que l'Espagne était une espèce de colon sur toute l'Amérique du Sud, avec plus ou moins de pouvoir dans certains pays. Donc, c'était une indépendance un peu. Il n'y avait pas un pouvoir central très fort comme la colonisation anglaise ou française. Question à 2 points à présent. Ah, Après 32 ans de suspension, quel pays est réintégré dans le mouvement olympique en 1991? 91, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bonne réponse. Effectivement, 32 ans d'interdiction, de suspension de ce mouvement olympique. On peut rappeler que c'est Pour pour, cause voilà. on peut rappeler que c'est pour cause d'apartheid Bah oui, et que d'autres font la même chose, mais eux ils sont pas suspendus. Et j'ai rien dit. suivez notre regard. Question à un point. Quel joueur de football quitte la Juventus de Turin pour le Real de Madrid en 2001? Zidane. Bonne réponse. D'ailleurs, Zidane, on a appris ce matin qu'il attendait une seule et unique chose. Être reprendre des nommé buts. à la tête de l'équipe de France. Il va falloir qu'il attende l'année prochaine. Hein. Pourquoi il reste des matchs à jouer d'ici Non, là? il reste que Didier Deschamps a été maintenu jusqu'au mondial prochain. C'est vrai? C'est Noël Le Graët qui l'a annoncé hier. Jusqu'à la fin de son contrat finalement. Voilà. Donc Didier Deschamps reste. Bah, c'est du n'importe quoi ça. Ah, mais je sais pas, mais bon, voilà. Bah, en tout cas, c'est une sacrée pression parce que contre-performance, Oui. continuer sur une contre-performance, bon. Il y a peut-être. Non, mais. Un on beau sait que challenge. Didier Deschamps est un compétiteur, messieurs, je vous apprends rien. Non, mais c'est Et, pas ça. et le fait de pourvoir peut-être dans l'histoire, rentrer dans l'histoire en gagnant peut-être 2 Coupes du Monde, ça serait quand même extraordinaire pour lui. On sait pas. En tout cas, ça se passera au Qatar, les amis, en décembre prochain. Et Zidane sera de la partie quoi qu'il arrive. Je sais pas. Bah, c'est au Qatar, c'est forcément qu'il est de la partie. Ah bah C'est- oui, c'est lui il y qui a a- un peu contribué. Un de quand même. ses employeurs quand même. Ouais, c'est lui qui a signé l'accord quoi. Mais pas sûr qu'il travaille avec Didier Deschamps. C'est Non. pas les... Enfin, ils s'entendent pas forcément très bien, les deux. Bah, il aura une suite à lui tout seul de l'autre côté de la ville. Question à 3 points parce qu'elle est difficile. Je cherche le 12e président des États-Unis. Il est mort en 1850. Il a fait
une année de mandat, puisqu'il est mort Oh. durant son mandat. 1800. Il a été président de 1849 à sa mort, donc 1850. Alors, c'est pas un grand président déjà. Non. Donc, Georges. Non, Non, c'est pas Georges. Non, non, c'est pas Georges. Ah, celle-là, elle est difficile. Bah J'ai ouais. dit ça, c'est pour Ah Farid et Tarek. Ouais, Voilà. aucune idée. Zachary. Son nom, ça vous dit rien? Non. Zachary Taylor. Non. Bon, Ouais, voilà. J'ai dû Personne le ne connaît. lire, mais franchement. Ouais. Moi aussi. Alors, Christophe, vous savez qu'on a eu un roi qui s'appelait Pépin le Bref. Pépin le Bref. Bon. Il a été bref. Ah, Non, il a pas été, non, il a pas été bref. bref. Il s'appelait Contrairement à Taylor, il a pas été bref. lui. Il a été là, mais il s'appelait Pépin le Bref. Je cherche à présent un acteur français, messieurs. Mort en 2004. Indice, les tontons flingueurs ou encore le gendarme de Audiard Saint-Tropez. Non, Non, mais vous parlez de l'acteur l'acteur. Un acteur Euh, français mort en 2004. Il a Le joué gendarme dans- Saint-Tropez, c'est Ouais, Louis de mais- Funès. Non, Non, non. Funès, il est mort bien avant. Bien avant. On est en 2004. 2004. Oui, mais tac, tac, tac. c'est quoi le titre du film Il y a les tontons flingueurs ou encore. Bah, le Tonton gendarme Flingueur, de ils Saint-Tropez. étaient trois. Il y a l'italien. Son prénom c'est Jean. Jean Gabin. Non, Non. non, Jean Gabin il est bien mort Jean, beaucoup plus tôt. Tonton Flingueur. Tonton Ouais, les Flingueur. tontons flingueurs ou encore le gendarme si, de Jean Saint-Tropez. Blier. Non, pas Bli. Non, Jean, Je sais pas. Jean le. Non. Si, c'est le corps. Non, le. ok. Jean Lefebvre. Ah bah oui, Jean Le Lefebvre. monsieur bah quand oui, même. bah oui, bah oui. Voilà. Oh, bah c'est un rôle numéro 5. Ouais, dans les c'est un tontons- grand acteur. ouais. Ah non, Ouais, Tonton non, Flingueur, non. il était bien présent. Ah ouais. Ah bah oui. vas-y. Et puis dans le gendarme de Saint-Tropez quand même. Ouais, Excellent ouais. acteur Jean Lefebvre. Voilà. Magnifique acteur, Oui, ouais. tout à fait. Non, mais 2004, il est décédé. Bon, oui, en on 2004. retient le numéro 1 en général d'un Bon, film. question fastoche pour terminer. Je cherche un roi né en 1929. Il est mort en 1999. Carlos. 62. 62. Pas de réponse. Ah Voilà. oui, là c'est la fibre Oui, tangiroise qui a bougé. Là. Non, mais décédé en 99, il n'y en avait qu'un. oui, voilà, c'est ça. Alors, messieurs, on l'a appris. Nouveau conseil de défense qui aura lieu ce lundi à l'Elysée. Emmanuel Macron, nous dit-on, devrait prendre la parole entre lundi et mercredi prochain pour nous annoncer évidemment de nouvelles restrictions, des mesures de restriction face à ce variant qui devrait passer majoritaire en France d'ici ce week-end. C'est ce que Olivier Véran nous annonce aujourd'hui. De nouvelles restrictions et peut-être inciter encore davantage les gens à aller se faire vacciner pour peut-être essayer d'aller au plus vite, de se débarrasser, du moins pour le moment, de ce fameux variant Delta qui occasionne quand même quelques problématiques et pas des moindres. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure de cette Tunisie qui va se confiner à nouveau sur tout le territoire à partir de demain. Quoi qu'il en soit pour la France, qu'est-ce que va bien pouvoir nous annoncer le président de la République pour faire face et pour lutter contre ce variant avec cette 4e vague qui nous pend au nez? Nous dit-on, alors c'était fin juillet en début de semaine, c'est plus fin août maintenant. Quoi qu'il en soit, et visiblement et en croire les différents spécialistes qui se multiplient sur les différents plateaux télé, ça sera inévitable, on y aura le droit, et il y a quand même encore une large partie de la population qui n'est pas vaccinée. 35 millions en max. Une vaccinés. large population qui ne veut pas se vacciner pour le moment, et ça pose quelques problèmes à l'exécutif. Qu'est-ce que va bien pouvoir Farid nous annoncer le président de la République? Confinement, c'est non. Ça c'est quasiment acté, ça sera non pour le confinement. Retour peut-être du couvre-feu, fermeture de quelques frontières, généralisation du pass sanitaire. Farid, à quelle sauce va-t-on être mangé selon toi? Moi, je pense que d'abord, il va déjà intervenir en termes de communication, déjà pour remettre une pression, pour réexpliquer les chiffres qui s'emballent, les risques, etc. Bon, comme tu l'as dit, confinement, c'est impossible, on est en plein été. C'est non, c'est niet. L'histoire de restrictions type couvre-feu, j'y crois pas non plus. En tout cas, pas en plein été. Il sera jamais respecté. Je rappelle qu'en fait, une partie des levées des restrictions, c'est uniquement par crainte que les gens ne puissent pas respecter les mesures. Je pense qu'effectivement, il va peut-être y avoir des restrictions de type sortie du territoire pour certains pays. Mais je vois pas quelles restrictions supplémentaires on peut mettre plus que ça. À part faire de la pédagogie, je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Le pass sanitaire, le généraliser, c'est-à-dire que très concrètement, pour aller assister à des concerts, pour C'est aller pas déjà en le cas discothèque, c'est pas encore le cas, pas tout les à fait le cas. discothèques qui réouvrent aujourd'hui. Hein. Réouvre aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, Et exactement. alors, est-ce qu'il pourrait peut-être, pour certains endroits en tout cas,
fermer quelques discothèques, quelques restaurants. Ils Non, vont ouvrir aujourd'hui, Non. ils ne peuvent pas les fermer samedi. Ouais. Je sais. Ça vous paraît impossible? Moi, ce qui me surprend, c'est que si le conseil c'est lundi, Ouais. on sera donc on est le 9, 10, 11, 12. Donc ça veut dire peut-être qu'il ne va pas s'exprimer le 14 juillet et qu'il préfère, c'est de la com. Et en parlant lundi ou mardi, en tout cas en dehors de la date du 14 juillet, c'est pour ne pas parler le 14 juillet, ne pas faire de la politique politicienne et prendre le Covid comme prétexte pédagogique, comme dit Farid. Parce que je ne le vois pas parler 2 fois en 48 heures. Il y a quand même un problème qui se pose, les amis, c'est que beaucoup de gens ont quand même fait le choix. Je crois que 52% de la population s'est vaccinée. 35 millions ce matin. Voilà, donc c'est quand même un chiffre important. Il en reste quand même pas mal. Cela dit, pour celles et ceux qui ont pris le risque, je parle de risque parce que, moi, pour rien vous cacher, j'ai fait ma seconde dose ce matin. Le médecin me dit, on n'a pas de recul. Alors Je la pose des 5G, questions. ça Voilà. fonctionne comment là? Comment? La 5G là, chez toi? Comment ça, la 5G? Bah, je sais pas, t'as fait de la deuxième dose, donc Oui. du coup, Oui, la 5G est activée ou pas? Oui, très, très activé, oui. Oui, très activé, mon Farid. Cela dit, va se poser un problème pour celles et ceux qui ont joué le jeu, on va dire, se sont fait vacciner. Ça va être dur de leur demander à nouveau des sacrifices, des restrictions. Pourquoi? Normalement, le bon sens voudrait que ça soit réservé à ceux qui n'ont pas voulu, et c'est leur choix, leur raison. c'est une se faire excellente vacciner. question. En France, on ne peut pas faire ce genre de choses, c'est de la ségrégation. Bah oui, mais bon, Tarek, au bout d'un moment, Non, mais quand on nous a incité Non, mais fortement à aller c'est se faire vacciner, anticonstitutionnel. Non, mais Pourquoi? au-delà de Pourquoi? l'aspect purement juridique, ça en vérité peut largement être modifié, pas forcément dans les temps qui viennent, mais par contre, non, c'est une vraie question, à mon avis, d'ordre philosophique et moral. C'est effectivement, tu parles de sacrifice. ouais, Certains ont Oui, fait. je parle de sacrifice sciemment. Hein. Non, mais, Alors voilà, personnellement, moi j'ai pris le risque. Voilà, Je sais mais pas t'as- ce qui va m'arriver, ni voilà. non, mais en fait, le sous-jacent à ta question, que certains imaginent, c'est de dire, mais en fait, pourquoi restreindre, ou en tout cas un certain nombre d'actions à l'ensemble de la population, Oui. alors que certains auraient fait un geste. geste, en tout Sur cas, le public. exact, et un geste en tout cas avec ce vaccin-là. Alors, Christophe, moi je pense que j'aurais dit oui si le taux de vaccination était beaucoup plus important dans la C'était à population. 80%, par exemple. Par exemple, Ouais. à 80%, on pourrait dire qu'effectivement, la marge, là, les 20% de marge. Les réfractaires. Les réfractaires, j'allais dire marginaux, mais en fait, non, réfractaires, c'est mieux. Effectivement, on pourrait les pointer du doigt en leur disant attention, c'est grâce à vous que, donc c'est du à coup, c'est cause que de pour vous. vous. Ou à cause d'eux. À cause, ouais. En réalité, je pense qu'il faut pas, je pense pas qu'on puisse raisonner comme ça, malheureusement. Tu sais, j'entendais encore ce matin que potentiellement on pourrait avoir une 3e dose Ah oui, oui. concernant. Castex l'a annoncé hier. Voilà. Pour celles et ceux qui se sont fait vacciner dans les tout débuts. En fait, mais il faut juste rappeler une chose. Le vaccin n'empêche pas le virus, en vérité. Il empêche juste, si je Des dis pas formes de bêtises, graves. effectivement, les formes graves. C'est-à-dire la potentialité de faire beaucoup plus de victimes. Ouais. Moi, ce qui me choque, encore une fois, et je vais me répéter, ça fait peut-être 1000 fois que je le dis à l'antenne, ce qui est choquant, c'est que l'ensemble de la politique, ou en tout cas la stratégie vaccinale ou la stratégie sanitaire du gouvernement, ou en tout cas des autorités, il est basé non pas sur le virus, mais sur la capacité à assumer des patients en réanimation. Ouais. Moi, c'est ça qui me choque. Et tout ce temps-là, on n'a pas recréé des lits en réanimation. Moi, c'est ça qui me blesse un peu. Je peux comprendre qu'au tout début, on était dénués, on ne savait pas ce que c'était, etc. Là, on a entamé quasiment la 2e année de la, comment on appelle ça, de la crise sanitaire de la Covid. Ouais. Je pense et je vois pas de création de lits en réanimation supplémentaires. Et je pense que ça, c'est une La véritable pression a faute. fortement baissé en réa, à l'hôpital d'ailleurs en Ah, mais général. je l'entends, sauf que on sait pertinemment qu'on va avoir des variants. des variants et surtout des nouvelles vagues d'une certaine manière régulièrement. Ouais. Une crise comme ça, sans faire le médecin de bas étage, Il faut 5 ans. mais ça, combien 5 ans pour moi. C'est ça. Faut C'est 5 4-5 ans, Ouais. en fait, de Ouais. va-et-vient, Ouais. et à un moment donné, le Ouais. virus va disparaître. Ouais. Ouais, de mais lui-même. Farid Ouais. et Tarek, excusez-moi d'insister là-dessus, mais pardon. Il y a quand même une chose qui est quand même très simple à comprendre, c'est qu'on nous a incités en nous disant que la seule possibilité de se débarrasser de ce virus,
c'est de se faire vacciner. D'ailleurs, c'est la seule chose qui nous permettra d'en terminer. Oui, alors, Beaucoup de gens ont fait le choix de le faire, Tarek. Cher Christophe. Et là, on va nous réannoncer encore des restrictions. Cher Christophe. Ça va être difficile à faire accepter, ça. Non, mais difficile ou pas, j'allais dire pour moi, c'est secondaire. Quand vous entrez dans une crise dont vous ne maîtrisez pas les paramètres, vous essayez de faire de bonne foi le maximum de ce que vous pouvez faire. Et donc les médecins, beaucoup de médecins, la majorité de médecins, disent que la solution immédiate, c'est le vaccin. Donc les politiques suivent et disent c'est le vaccin. Et on constate que ce variant Delta, indien, demain il y aura le tunisien, l'algérien, le français, je sais pas quoi, va se multiplier. Donc pour moi, on est rentré dans une crise de 4 à 5 ans. Et qu'il faudrait avoir le recul. Parce que, par exemple, sur le premier vaccin AstraZeneca, dans leurs études, ils pourront, fin juillet, mi-août, avoir un retour sur l'ensemble de l'opération. On n'y est pas encore à fin juillet, on n'est pas à mi-août, donc ils ne savent même pas. Donc c'est cette problématique-là qui se pose. Et le politique, lui, est obligé de donner de l'espoir. Gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, avec la Covid, cher Christophe, gouverner, c'est donner de l'espoir. Donc c'est pour ça que le président doit parler, que le ministre parle, que l'autre y parle. C'est pour dire, on n'a pas baissé les bras, on se bat contre le Covid. Mais toutes les autres, c'est de la théorie. Et chacun de nous est libre d'y aller ou pas. Farid, on dit nulle contrainte en religion, on ne va pas faire de la contrainte en vaccination. La liberté humaine reste encore supérieure à tout le reste. Oui. Alors, là, au vu de ces éléments que vous venez d'évoquer, pour un petit peu tracer un petit peu les lignes, le président, qu'est-ce qui lui reste comme marge ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Comment va-t-il pouvoir présenter les choses Pédagogie, d'accord, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Quand on a rappelé, martelé que la seule chose, c'est de se faire vacciner et que 52% l'ont fait, comment on fait maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Il va continuer. D'ailleurs, il va remettre le débat de la vaccination obligatoire, mais ça passera aussi par le Conseil constitutionnel. Pour les soignants, c'est presque fait. Oui, mais si quelqu'un va au Conseil d'État, c'est pas évident que ça passe. Donc, il y a ça. Je suis même pas sûr que ça. À mon avis, ça passera. Oui, non, mais en tout cas, il y a ce débat d'amener plus de pédagogie. La deuxième chose, c'est qu'il va expliquer que la France n'est pas, comme il le dit souvent, une île toute seule et qu'il est obligé de prendre en considération. Vous avez par exemple le débat en Angleterre dont personne ne parle, cher Christophe, c'est que les chiffres flambent, les politiques demandent la non-application des ouvertures prévues, et le Premier ministre, pour des raisons politiques, il dit non, on a décidé d'ouvrir, donc on ouvre. Donc il n'y a pas de bonne solution, à mon sens. Alors, par contre, il y a des chiffres qui tournent sur certains pays, où on dit plus de 50% des gens vaccinés ont été recontaminés, moins gravement, mais le vaccin dans ces pays-là, donné comme exemple, sans les citer, n'a pas réussi, puisqu'ils sont vaccinés à 2 doses, et il retombe quand même dans le Covid. Moi, une chose pour laquelle je n'ai encore pas compris et que personne n'a réussi à me convaincre là-dessus, c'est qu'on nous dit effectivement que le Covid peut être potentiellement dangereux pour les gens à risque. C'est-à-dire les personnes âgées, des personnes atteintes de comorbidité. Par contre, on nous a rappelé et martelé qu'a priori, pour les jeunes, donc les gens comme moi par exemple, je me considère jeune, en n'ayant pas de problème de santé majeur ou particulier, il n'y avait pas de raison, il n'y a pas de mort enregistrée de gens qui n'ont pas de comorbidité, qui sont assez jeunes. Et pourtant, on nous demande de nous faire vacciner. Donc je n'arrive pas à comprendre, moi, cette... Oui, mais ça, c'est une question de solidarité. Préventif aussi. Voilà, c'est une question de prévention et de solidarité. C'est-à-dire que même si... que Dieu te préserve, Christophe, mais même si toi, potentiellement, tu n'as pas trop de risques, oui. Tu peux transmettre le virus à quelqu'un qui, lui, potentiellement... je peux aussi le transmettre en étant vacciné, Farid. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est ça qui est compliqué aussi à comprendre. Complètement, je suis complètement d'accord. Moi, moi qui suis vacciné également, Franchement, j'ai un doute relatif, moi, sur l'utilité de la vaccination. Mais pareil. Parce que, en fait, il y a l'aspect médical des choses et après, il y a l'aspect social. Ouais. Et moi, je pense qu'on n'insiste pas assez sur l'aspect social. C'est un des arguments de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je pense qu'on a une pression sociale qui fait que si vous n'êtes pas vacciné, c'est que vous êtes égoïste. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est que vous ne pensez pas aux autres, etc. etc. Ouais. Bon. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ces éléments-là quand vous avez potentiellement des risques. Moi, par exemple, j'ai pas peur de le dire, moi, je suis en surpoids, par exemple. Bon, je me suis fait vacciner parce que j'ai potentiellement un risque. Bon, effectivement, l'idée, c'est
Force de manger des tagines, Farid, voilà. Ouais, non, mais moi j'assume, j'ai une alimentation qui est pas forcément très saine, et donc du coup, effectivement, je suis en surpoids, mais il y a les gens qui savent qu'ils ont des risques, qui sont facteurs à risque, et puis tu as tous les autres qui ne le savent pas toujours. Et vous avez des gens qui parfois décèdent en un temps record, mais qui ne comprennent pas. Et en fait, c'est après décès, malheureusement, et autopsie, qu'ils se rendent compte que finalement, ils étaient potentiellement... En tout cas, c'est les autres qui se rendent compte pour eux. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai. Puis à leur âme. Bon, en tout cas, il suffira d'attendre la semaine prochaine. Nouveau conseil de défense, on le rappelle, lundi. On ne sait même plus à combien on en est, là, pour le coup. Juste une chose, Christophe, à rajouter, c'est qu'on est en pleine... on est dans les débuts des vacances scolaires. Oui. Donc, il n'y a pas d'enfants dans les établissements. Oui. Donc, ils sont en vacances. Oui. Donc, du coup... La période des vacances estivales, juillet-août, c'est quand même une grande période de mouvement chez les Français. Oui. C'est-à-dire que les gens bougent beaucoup. Oui. Donc ça veut dire que le virus va circuler sur le territoire. Oui. Donc on va importer le virus dans des territoires qui jusqu'ici étaient pas forcément touchés. Exactement. Je dis une bêtise, mais je pense à la Bretagne notamment. Oui, c'est vrai. Mais qui a été épargné d'ailleurs. Qui a été épargné, effectivement. Et la deuxième chose, c'est que, à mon avis, là où ça va être violent, ça va être la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, on sera au pic, à mon avis, alors sans faire de statistiques gratuites, mais à mon avis, on sera dans le pic du nouveau variant. Et c'est là-dessus, à mon avis, que ça va être violent, avec le risque, même si je ne le souhaite pas, avec le risque de restrictions sanitaires beaucoup plus violentes. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que Macron va parler maintenant, c'est pour anticiper... c'est de la prévention en fait qu'il va faire. Et anticiper potentiellement des risques, des restrictions pour la rentrée, et qui à mon avis seront inéluctables. Bon, eh bien écoutez, on saura à quelle sauce on sera mangé. Alors il y a déjà quelques petites mesurettes. Par exemple, Estrosi a annoncé le retour du port du masque obligatoire à l'extérieur dans certains quartiers de Nice. Voilà. Peut-être que ça fait partie aussi des nouvelles mesures qui vont être annoncées. Le port du masque à l'extérieur qu'on a enlevé il y a quelques temps, qu'on risque de remettre peut-être. Alors sachant Moi, ce que je remarque à Paris, Christophe, c'est que la majorité des gens dans la rue continuent à porter le masque. Ah bon ? Oui. Ouais, bon, très bien. Eh bien, on en parle dans un instant, restez avec nous. On parlera de Mila. Vous savez où elle a été, Mila ? Elle a été reçue par le recteur de la mosquée de Paris. Est-ce que vous savez que Mila, c'est le nom d'une ville et d'une wilaya en Algérie ? Oui, mais je vois pas le rapport. Ah on en parlera tout à l'heure. Très bien, eh bien ça m'intéresse. Dans un instant, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce vendredi avec à nos côtés aujourd'hui Monsieur Farid Tamsamani, Monsieur Tarek Pamik sont avec nous jusqu'à 18h pour commenter toute cette actualité. Nous recevrons notre invité dans un instant qui a un léger retard mais qui sera avec nous, Monsieur Jean-Yves Lecomte qui est sénateur représentant des Français établis hors de France. Il sera avec nous dans un instant. Pardon ? Je sais pas, on verra, on lui posera la question pour quelle zone. Oui, je crois que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, je crois. Ouais, on verra avec lui. Parce que c'est pas l'Afrique du Nord en tout cas. Non, c'est l'Afrique de l'Ouest. Non. Guinée, Conakry. Non, certainement pas. Certainement pas. Et pourtant, il travaille il fait partie d'une commission sur l'Afrique. Voilà. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Monsieur Jean-Yves Lecomte. Il sera avec nous dans un instant. Et il fait partie du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Il est en poste. Sénateur. Il est en poste depuis 2011. Donc avant qu'il arrive, je vais faire la boutade. Oui. S'ils étaient sûrs d'eux-mêmes, à la fois républicains, socialistes et écologistes, il n'y aurait pas besoin de rajouter les trois. Ils sont républicains, ça veut dire tout le reste. C'est la circonscription de Vienne, donc c'est l'Autriche et une partie de l'Europe centrale et orientale. Voilà. Et il fait partie, puisqu'il est président délégué du groupe France-Afrique de l'Ouest pour la Guinée-Conakry. Voilà. Bon, on verra avec lui évidemment de tout ça. Alors, hier, on l'a appris. Alors, vous savez, on va pas refaire l'histoire de Mila et de ses propos et de toute cette affaire, du jugement qui s'est terminé par rapport au harceleur. Mila, qui a rendu visite à la mosquée de Paris hier, la grande mosquée de Paris. Elle a été reçue en personne par le grand recteur de la mosquée de Paris, monsieur Chemseddine Hafez, et qui, d'ailleurs, c'était une visite privée, hein, Mila. Le recteur lui a offert un Coran, peut-être bon augure, pour qu'elle puisse éventuellement s'imprégner de ce qu'il y a à l'intérieur avant de parler peut-être. De quel œil, cher Tarek, voyez-vous cette visite de Mila ? Est-ce que ça a été fait dans un signe d'apaisement, nous dit-on ? Alors moi j'ai pris l'habitude en tant que journaliste aujourd'hui
sur tous ces sujets, de le traiter, j'allais dire, en factuel et en dérision. Parce que j'ai assisté à l'Assemblée Générale extraordinaire des CFCM. J'y ai passé 5 heures dimanche dernier. J'ai vu comment ça se passe. En façade, il n'y a pas plus amis que tous ces gens-là. Ils étaient 90 ans. En gros, tout le monde est copain de copains. On voit le résultat des votes. Je renvoie à la lecture sur le site de France Maghreb 2 de reportage. Et 2 heures après, il y a un communiqué qui dit « Eux, ils ont perdu, nous, on a gagné ». Donc moi, ce que j'ai envie de dire sur cette histoire, d'un point de vue factuel, Mademoiselle Mila a été, le lendemain de la condamnation de 11 jeunes de 4 à 6 mois de prison avec sursis. Pour la plupart qui n'étaient pas musulmans d'ailleurs, les harceleurs. Voilà. Deuxième chose, il suffit de savoir que l'avocat de Mila est M. Malka, que M. Malka est avocat et copain ou ami de M. Hafiz. Donc, le fait que mademoiselle Mila, à la sortie du tribunal, elle a une inspiration extraordinaire pour rappeler la mosquée de Paris ou monsieur le recteur pour lui dire « je viens faire une visite », moi, on ne me la racontera pas comme ça. Mais elle a été invitée. Non, mais alors, ils disent pas qu'elle a été invitée. Non, ils disent qu'elle a rendu visite de sa propre initiative. De sa propre initiative. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire du factuel. Donc, c'est l'avocat, c'est la cliente de Maître Malka, Richard, ami par avocature et par profession. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand ce genre de choses arrive, c'est une bonne chose dans l'absolu si cette jeune fille pouvait, dans l'échange, se rendre compte qu'elle a été trop loin, non pas contre la religion, parce que chacun est libre, mais contre les gens qui l'ont ressenti comme une blessure. Et elle n'a pas fait un tweet, elle, à la sortie. Moi, c'est ça qui me choque et qui me surprend, cher Christophe. Mila ne fait pas un tweet pour dire « j'ai été visité ». C'est le recteur qui fait le tweet avec elle. Machin. Et derrière Mila, le monsieur le recteur reçoit Madame Badinter et son mari, certes, oui, exact. Mais Madame Badinter. Oui. Que dit Madame Badinter ? Très grande femme. Grande femme par ailleurs. Mais sur la question d'islam, il dit oui, moi, on peut être islamophobe, j'appelle à être islamophobe et tout le tralala. Bon, on ne mélange pas les gens. Et donc, la question qui se pose clairement aujourd'hui, est-ce que c'est de la communication de la part de la Grande Mosquée et de M. Hafiz, ou est-ce que, en sincérité, il pense qu'il peut renverser la vague de la haine anti-musulman en faisant de sortes de gestes pour qu'une partie de la population ait dit ne mettez plus les musulmans tous dans le même sac, regardez leur recteur, la Grande Mosquée, reçoit tous les gens et toutes les personnes qui posent polémique. C'est un joli coup de com' quand même, non, Tarek ? Bah pour moi, oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais alors, dans cette affaire et dans toutes ces affaires aujourd'hui, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si vous êtes optimiste, vous dites c'est une très bonne chose. Monsieur le recteur est en train de renverser l'image vendue par la presse, par une certaine presse. Et si vous êtes plutôt recroquevillé sur vous-même, ou si vous avez une autre vision, vous dites c'est une opération de com', quel est le lendemain demain ? Quelle est la suite ? Et pour peu que, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, Mila dira, et c'est sa liberté d'expression, j'insiste ici, cher Christophe, dira autre chose, on dira oui, c'était un coup de com', et puis on passe. Farid, comment tu vois cette opération avec la visite de Mila reçue en visite privée à la mosquée de Paris hier, après avoir eu les propos Elle n'est pas si privée que ça, la visite. C'est une privée médiatisée. Voilà, non mais moi... Oui, non mais quand je dis privé, c'est qu'on lui a fait visiter tout cela, on lui a expliqué, on lui a fait des beaux discours, on lui a offert un Coran. Sur le principe, c'est une excellente chose. Alors bien sûr, c'est téléguidé, bien sûr, tout ça est orchestré, notamment par le recteur, mais je trouve ça plutôt positif. Malheureusement, encore les gens font l'amalgame entre la religion et les musulmans, ce qui est deux choses complètement différentes. Je rappelle qu'elle est victime dans cette affaire-là, puisque quand on prend la genèse des choses, elle s'est pas levée un matin en disant je vais insulter ceci, cela. C'est qu'il y a une accroche sur sa vie privée de quelqu'un,
Et elle exprime ce que nos auditeurs doivent comprendre aussi dans ce pays-là, en tout cas, c'est que même si c'est choquant pour certains, c'est qu'en France, on a le droit de critiquer tout dogme, toute philosophie, toute religion, etc. Et que, à ma connaissance, elle est, en tout cas pour l'instant, toujours pas de confession musulmane. En tout cas, elle l'affiche pas. Donc du coup, tout ce qui peut concerner les musulmans, c'est-à-dire la manière de traiter la religion ou ceci, cela, ne s'applique pas à elle en tant qu'individu et encore moins en tant que citoyenne française. Donc tout ça est très, très délicat, mais ça amène à un véritable, pour moi, voilà, moi je suis convaincu de ça, ça amène à différentes choses. Les gens qui, même s'ils sont dans leurs droits, critique ou une opinion précise sur la religion musulmane. Je parle bien de la religion, de la philosophie en elle-même. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais la manière de les ramener d'une certaine manière à la raison, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très clairs en la matière. C'est pour ramener quelqu'un, c'est le bon comportement, c'est la bonne distanciation, etc. Or, c'est ce qui se faisait d'ailleurs à l'époque du prophète, qui a été largement insulté aussi à son époque. Mais il a reçu pire comme insulte que ce que certains peuvent recevoir aujourd'hui. La difficulté. Et pourtant, il a été dans l'apaisement et tout le temps a essayé d'aller à la rencontre de. Bon, ça n'est pas comparable parce que ça reste le meilleur des hommes, mais objectivement parlant, il nous donne une indication. Il dit voilà, quelqu'un qui considère que votre religion, elle est ceci, elle est cela. Bon bah, il y a des manières de le convaincre, il y a des manières ou non parfois de le combattre, mais c'est sûrement pas dans l'insulte, c'est sûrement pas dans la violence et dans l'agression. Or, cette jeune femme qui est très jeune quand c'est arrivé, je rappelle qu'elle avait 16 ans effectivement, que sa construction intellectuelle est probablement en cours d'acquisition, mais elle a le droit, je le répète, elle a le droit, même si ça me fait mal. La question que nous pose Christophe, c'est pas ce qu'elle a le droit ou pas, c'est qu'est-ce qu'on pense du fait qu'elle se retrouve hier dans la mosquée. Parce que je trouve que c'est une excellente chose. Voilà, c'est qu'elle fait un geste extraordinaire. C'est que finalement, elle n'est pas ce que certains ont voulu la faire passer, c'est-à-dire complètement ceci ou complètement cela. Elle vient, alors c'est vrai, à la demande du recteur, mais je trouve ça très beau, très bien. Et ça, pour moi, je suis absolument pas étonné. C'est toi qui dis que c'est à la demande du recteur. Moi, je sais pas. Si. Moi, on nous a dit que c'était la propre initiative. Il l'a invité, si tu veux. Le recteur n'est pas H24 sur place, donc du coup, le hasard a fait qu'il était présent quand elle est passée dans le 5e arrondissement de Paris. Hein, donc j'y crois pas beaucoup. Mais ça, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le geste. C'est ça, exactement. Mais je rappelle juste une chose. Au-delà de la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, l'ensemble des mosquées de France, régulièrement, sont ouvertes pour le reste de la population. Exact. Notamment les jours de portes ouvertes et tout ça. Exactement. Donc pour moi, c'est quelque chose. Alors on a Karim qui est avec nous au standard au 01 40 33 9000 qui a peut-être son avis à nous donner. Salut Karim. Oui, bonjour à tous. Bonjour mon Karim, tu nous appelles d'où? Tremblay. De Tremblay en France dans le 93. Alors cette visite de Mila à la mosquée de Paris, ça t'évoque quoi mon Karim? Écoutez, j'ai pris l'émission en cours, donc ça m'intéresse depuis un moment ce sujet. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Et en fait moi, dans le principe, comme disait Farid, c'est parfait parce que aussi bien pour l'image de l'islam en France, ça montre à quel point notre religion est tolérante. Par contre, il y a un petit bémol. Je ne sais pas si vous avez lu un article qui est passé il y a à peu près une dizaine de jours dans Le Monde, parlant de l'affaire Mila. Les prévenus, il y en a 13, et il y a 2 musulmans. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit que la majorité. On peut savoir qu'ils sont musulmans. Je comprends pas. Par leur prénom, par leur. Mais je suis désolé. Il y avait beaucoup de François et quelques. Et ils peuvent pas être musulmans, eux. Excusez-moi. Moi, je dis, j'ai lu l'article, et il y a 2 personnes qui se disent musulmanes. D'accord. 13. Non, mais ça a été dit. Je taquine. Ça a été dit, Farid. Parmi les 13, voilà, il n'y a que 2 musulmans. On arrive à incriminer toute une population, comme on a l'habitude de le faire en France depuis des années. Et là, on a un débat sur le fait que l'islam, comme d'habitude, etc. Enfin, je vous passe les habituels titres. Enfin, moi, je m'interroge, je me dis, mais pourquoi est-ce que sur les 13 personnes, on incrimine des musulmans qui ne sont que 2 dans l'affaire? Ouais. Voilà. Donc moi, il y a un moment,
Oui, non, mais arrêter un peu les faux débats. bonne remarque, mon Karim. C'est vrai qu'on a appuyé sur le fait effectivement que cette jeune fille a été harcelée et on a laissé entendre par quel type de personne, Farid. Et pour le coup, le jugement a prouvé une chose, c'est que la majorité des gens qui l'ont harcelée sur les réseaux n'étaient pas forcément de confession musulmane. Bon, ceci n'enlève absolument rien. Christophe, non. Les gens qui ont été condamnés, potentiellement, ne sont pas de confession musulmane. Oui, voilà. Mais ils étaient 13 sur le banc 13, voilà. sur les accusés, et elle n'a pas reçu 13 insultes. Non, elle a reçu des beaucoup milliers plus. d'insultes. Oui, bien sûr. C'est pas il faut quand même relativiser. Il y a eu 13. L'instruction a amené à 13 personnes. C'est déjà beaucoup, mais on va pas se mentir, il faut quand même pas se voiler la face. Il y a eu malheureusement des torrents, des milliers d'insultes. Oui. Je suis pas là pour calculer de savoir qui est musulman, qui n'est pas musulman, mais on peut pas dire qu'il y avait que 13 personnes. Non, bien sûr, mais c'est 13 personnes qui ont été jugées, voilà. Et tous ont été condamnés. Voilà, c'est ça. Sauf un. Oui, sauf un, Relaxé effectivement, pour vice de procédure. pour vice de procédure, tout à fait. Il avait un bon avocat. Alors, Monsieur le sénateur est avec vous, cher oui, Christophe. on va l'accueillir dans un instant. Ouais. On va laisser glisser une petite page de pub et monsieur Christophe, le sénateur. comment il s'appelait notre auditeur Karim, c'est ça? Karim, ouais, c'est Karim. ça. Ouais. Non mais moi je respecte et je comprends ce que veut dire Karim. Bien sûr. Moi il a complètement raison. La question c'est qu'aussi parfois il faut pas avoir peur. Même si ça nous dérange, parce que parfois ça nous dérange profondément. Moi je suis toujours heurté quand les gens se servent d'une religion, en l'occurrence la mienne, enfin celle à laquelle je me sens appartenir, se servent de ça pour d'autres choses. La réalité c'est ça. Et encore une fois, il faut revenir à la genèse de l'agression qu'a subie cette jeune demoiselle sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, le vrai souci, il est même pas sur. Enfin, il y a un souci potentiellement sur l'islam, etc. Mais sur cette affaire-là, c'est même pas ça. Pour moi, le vrai souci, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est est-ce que tout le monde peut aller insulter n'importe qui? Voilà, c'est ça qui me pose problème. Il paraît qu'il faut un permis de conduire pour conduire une voiture, mais on n'a pas besoin de J'ai cru permis. que j'allais dire qu'il fallait un permis pour être musulman. Voilà. Que je crois d'ailleurs. Voilà, mais on n'a pas besoin de permis de conduire pour aller sur le réseau, surtout sous le sceau de l'anonymat, avec des noms, des prénoms, le fils d'eux, la fille d'eux. C'est peut-être ça. Je reviendrai tout à l'heure pour une boutade, cher Christophe, sur Mila, la ville en Algérie. Il y a une ville qui s'appelle Mila, et la jeune Mila, parce que j'ai une suggestion à faire à monsieur le recteur de la mosquée de Paris. D'accord, on n'oublie pas la suggestion de Tarek. Et tout à l'heure, vous parliez de l'avocat de Mila. Monsieur Richard Voilà, Malka. C'est un petit peu le même principe, comme Manuel Valls deviendra chroniqueur sur RMC. Alors, vous savez que Apolline de Malherbe, qui est la présentatrice de la matinale d'RMC, il se trouve qu'elle est en couple avec l'ancien directeur de conseiller politique à Matignon de Manuel Valls. Vous voulez pas qu'elle épouse. Attendez, vous voulez pas qu'elle épouse entre amis. Hein. Oui, mais Non, je suis pas d'accord. Non, Christophe, ça, j'allais dire, on se marie dans le milieu dans lequel on vit. Oui, peut-être, mais bon, il y a toujours des causalités, des liens. On se marie dans le milieu dans lequel on vit. Ouais. Si vous êtes avec les sénateurs, on reçoit monsieur le sénateur, il y a plus de chances que vous épousiez un homme ou une femme qui travaille au Sénat, autour du Sénat, que d'épouser celui qui tient. C'est pour expliquer pourquoi Manuel Valls atterrit à RMC et pourquoi pas ailleurs. Oh non, je suis pas d'accord. Non. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Pour moi, il atterrit là-bas parce que BFM fait un super calcul. Elle dit, si moi je le prends pas pour une fois par semaine, en anticipation, il va aller du côté de CNews et ça va de l'autre côté et puis c'est de l'audience. Ouais, ça s'appelle des lignes éditoriales. On est dans une radio, on sait de quoi on parle quand même là-dessus. Mais le plus choquant, si je peux me permettre, cher Tarek, le plus choquant, c'est qu'un ancien Premier ministre de la France. Ouais. Quelle déchéance. Qui a quand même mené la politique du gouvernement de notre pays. De notre pays, oui. Voilà, qui a quand même eu accès à des choses plus ou moins secrètes, j'imagine, Oui. Et qui ensuite va. Alors c'est la critique que je fais d'ailleurs aux franco-maghrébins qui, notamment, quand ils n'arrivent plus à faire de politique en France, vont faire la politique dans leur pays, de leurs parents. Ouais. Je trouve que c'est scandaleux, et encore plus quand on a été un ancien Premier ministre. Maintenant qu'il fasse des médias, pour moi ça c'est secondaire. Hein. C'est triste, mais bon, pourquoi pas. Oui, bon. Très bien. Allez, on a occulté on va le balayer d'un revers, ce Manuel Valls sur BFM TV RMC. Dans un instant, nous recevons notre invité, monsieur Jean-Yves Lecomte, qui est sénateur représentant des Français établis hors de France sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. À tout de suite. Le
Le LGF, le grand forum tous les jours entre 16h et 18h sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui à mes côtés Tarek Mami et Farid Tabsamani et notre invité qui est avec nous, monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte qui nous a rejoint en studio en plateau. Bonjour monsieur le sénateur et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Bienvenue à vous, monsieur le sénateur. Alors, vous êtes, sénateur représentant des Français établis hors de France. Peut-être une petite explication rapide, ça n'a rien à voir avec la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale. Quand vous dites des Français hors de France, ça concerne quel type de Français ? Quelle zone ? Tous les Français qui vivent hors de France, sans circonscription particulière. Sans découpage géographique. Sans découpage géographique, absolument. Il y a 12 sénateurs et sénatrices qui représentent les Français qui vivent à l'étranger. Chacun représente l'ensemble des Français qui vivent à l'étranger avec le même corps électoral. D'accord. Je vais vous demander de parler bien près du micro, s'il vous plaît. Vous faites partie vous êtes membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. Tiens, le mot républicain m'intéresse. Pourquoi républicain dans ce groupe ? D'abord parce que ça fait partie de nos convictions, de nos engagements, et je dirais les socialistes ont toujours été républicains depuis qu'ils existent, donc la République a fait partie des premiers combats des socialistes en France, et donc ça fait longtemps qu'on s'appelle comme ça. D'accord. Il reste donc des socialistes au Sénat. Absolument, bien sûr. Et d'ailleurs, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, lorsque vous avez été élu pour la première fois le 25 septembre 2011, vous étiez majoritaire, les socialistes, à l'époque au Sénat. La gauche était majoritaire. Oui, la gauche était majoritaire. Toute la gauche. Il y avait vraiment besoin de l'ensemble de la gauche. La présidence belle. Oui, c'est ça. Oui. On s'en souvient, effectivement. Alors, c'était une première dans l'histoire de la Ve République, puisqu'on dit en droit constitutionnel que c'est fait de manière à ce que la gauche ne puisse jamais arriver à avoir la majorité, du fait qu'il faut d'abord avoir tous les territoires pour pouvoir donc y arriver, et puis la gauche, tout ensemble, y arriver en 2011. Ça n'a pas duré longtemps. Ça semblait effectivement difficilement atteignable, même dans les années 80 quand la gauche était forte. Mais c'est vrai qu'à force de gagner des mairies, même pas simplement des grandes villes, le Sénat a pu être gagné en 2011. Maintenant, après, voilà, c'est pour ça que j'insiste. C'était pas une majorité socialiste, c'était une majorité de l'ensemble de la gauche, et qui était difficile à faire vivre, et qui était encore plus difficile à faire vivre avec un gouvernement de gauche qui ne prenait pas nécessairement en compte l'ensemble des paramètres de ce que c'est qu'une union de la gauche qui est parfois compliquée, mais qu'il faut savoir faire vivre. Monsieur le sénateur, vous êtes membre du comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors en fait, l'idée de ce comité qui a été voté lors d'une des lois sur l'état d'urgence sanitaire et la gestion de la crise sanitaire, c'est de constater qu'il va y avoir besoin d'un certain nombre d'outils numériques. On parle maintenant de tous anti-Covid qui vont être mis en place. Oui. Finalement, de réfléchir un peu en amont avec en particulier les représentants des associations qui représentent les usagers de la santé, les médecins, sur la manière d'aborder ces outils et ces questions, un peu en accompagnement des mesures réglementaires que le gouvernement peut prendre et doit prendre compte tenu de la situation et en fonction des lois qui ont été progressivement votées sur ce sujet. Alors justement, au vu de cette actualité brûlante et l'apparition de ce variant Delta qui devrait passer majoritaire en France, nous dit le ministre de la Santé Olivier Véran ce week-end, le président de la République qui devrait s'exprimer la semaine prochaine pour annoncer de nouvelles mesures de restriction. Monsieur le sénateur, les Français évidemment sont fatigués, comme l'ensemble du monde, face à ce virus et aux moyens de parvenir de le combattre. En tout cas, les gens se sont massivement, pas assez aux yeux du gouvernement, vaccinés. Pour le coup, qu'est-ce qui reste comme type de mesures restrictives peut-être à mettre en place pour essayer de combattre ce virus ? La première mesure, c'est pas une mesure restrictive, c'est une mesure d'incitation. C'est d'abord constater que effectivement, lorsque vous êtes vacciné, vous êtes moins contagieux, et même si vous chopez le virus, vous avez beaucoup moins de chances de passer à l'hôpital. Donc, si tout le monde était vacciné, il y aurait moins de potentialité de transmission, et en plus, les personnes qui récupéraient le virus seraient protégées.
Et donc, à partir du moment où on constate qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui sont vaccinées pour être certain qu'il n'y aura pas, à un moment, La une question, c'est situation pourquoi, grave. monsieur le sénateur? Pourquoi il n'y a pas assez de personnes? Peut-être que les gens voilà, ils sont sceptiques, ils se demandent. Quand on entend réfractaire, on entend beaucoup de spécialistes nous dire on n'a pas assez de recul sur ces vaccins. Enfin, bien entendu, on peut Sur les toujours arguments, il faut entendre. L'argument du recul, il est, je peux l'entendre. Ouais. Je peux l'entendre. C'est vrai que c'est une maladie nouvelle et qu'à partir de là, on n'a pas le même recul que sur la pénicilline, bien entendu. Mais c'est pas pour ça non plus que on a aussi le recul des 9 derniers mois. Et le recul des 9 derniers mois, c'est que lorsque vous êtes vacciné et que vous avez le virus, vous n'allez pas à l'hôpital. C'est-à-dire que finalement, et donc ça, c'est aussi du recul. C'est-à-dire que l'argument du recul, je peux totalement le comprendre au mois d'octobre-novembre. Après 9 mois, est-ce qu'il y a des gros effets pervers qui sont pires que la pandémie? Non. Par contre, on doit constater que ceux qui sont vaccinés, ils sont globalement immunisés, pas nécessairement contre l'ensemble de la maladie, mais contre les formes graves. Ouais. Et qu'à partir du moment où vous avez encore une part de la population qui est vraiment très significative, et qui est susceptible d'être atteinte par des formes graves, et donc à nouveau d'emboliser le système de santé, ouais. Il faut essayer de faire des choses sans, justement, en évitant des mesures restrictives. Alors, ça va intéresser notre ami Farid Tamsamani qui est là avec nous. Vous êtes membre de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la biotique. C'est ça, monsieur le sénateur? Oui. La biotique. Alors, justement, expliquez-nous en quoi ça consiste, cette commission spéciale. Cette commission, en fait, c'est la commission qui a étudié, qui avait la charge au Sénat de préparer le texte qui a été discuté en séance publique sur la loi bioéthique, donc qui permettait un certain nombre d'évolutions en matière bioéthique et aussi permettait la PMA pour toutes. Beaucoup ont critiqué le fait que ces deux sujets, parce que la PMA pour toutes, c'est une réforme sociétale, ce n'est pas c'est pas de la bioéthique, que les deux étaient liés. Et d'ailleurs, je pense que c'était pas une bonne chose. Voilà, cette commission avait vocation à travailler sur ce texte qui a été débattu au Sénat 3 fois de suite, une fois longuement et de manière sérieuse. La deuxième fois, on a vu la droite sénatoriale faire assaut finalement voilà, on les a vus à l'œuvre dans la destruction complète des principes de cette loi et être totalement décalé par rapport à la société telle qu'elle était aujourd'hui. Et la troisième fois, une question préalable a été votée, la majorité du Sénat considérant que ça ne servait plus à rien de parler de ce sujet, ce qui est quand même un peu dommage. Oui, alors justement, vous parliez de la droite sénatoriale. Cette droite sénatoriale qui a été extrêmement dure concernant le passage au Sénat de la loi contre le séparatisme, beaucoup plus dur que vos collègues députés. Absolument. Ouais. Et justement, vous avez voté contre. Quel a été votre Alors, on a bien entendu, on peut discuter d'un certain nombre de mesures qui sont dans cette loi ou de choses qui pourraient être éventuellement envisagées. Mais ce qu'on doit constater d'une manière générale, c'est que de toute façon, la caricature qui était sortie du Sénat était totalement inacceptable. Ouais. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets et d'enjeux qui peuvent justifier une loi sur le séparatisme. Mais sans que ça remette en cause et que ça revisite l'ensemble de nos libertés. Et là, on a été très loin quand même. La droite sénatoriale a été très loin pour le coup. Dernière petite chose et observation en ce qui me concerne avant de laisser la parole à mes collègues Farid Tamsamani et Tarek Mami. Vous êtes vice-présidente de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et le moyen de le combattre. De quelle manière on combat, selon vous, la radicalisation ? Alors ça, c'était une commission qui a donné son rapport il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. C'était
je ne suis plus, la commission n'existe plus, elle a remis son rapport. Maintenant, sur le fond, il est évident qu'on a vu qu'il y a des... C'est un sujet de préoccupation pour les Français. Ouais. C'est un sujet qui touche finalement pas seulement la France, qui a beaucoup plus d'ailleurs visé les pays musulmans ou d'autres pays du monde que la France. Et donc cette commission avait vocation à travailler sur ce sujet pour émettre un certain nombre de propositions. Je ne dirais pas que je me retrouve dans l'ensemble, mais ça mérite au moins, c'est un sujet qui mérite d'être étudié et que nous mériterions d'étudier, j'allais dire, de manière plus internationale que ce qu'on fait. C'est-à-dire de ne pas se poser le sujet comme si c'était un truc franco-français. Non, mais concrètement, vous avez quel type de proposition on est sorti de ce rapport pour combattre justement l'islamisme? Il y avait des propositions. La radicalisation. Il y avait des propositions sur l'école en particulier. Ouais. Il y a des propositions sur l'école parce que c'est vrai que l'école est un endroit où on doit apprendre la tolérance, où on doit apprendre l'esprit critique, et où par conséquent, il me semble qu'en France, on doit faire en sorte que dès lors qu'on pose le principe que la scolarisation, que l'éducation est obligatoire, que les écoles qui font cette scolarisation doivent respecter ces principes. Et qu'aujourd'hui, finalement, j'ai tendance à penser qu'il faudrait des systèmes qui existent dans beaucoup de pays, pour moi, d'autorisation préalable, pour pouvoir délivrer un enseignement en étant, dans tous les cas, conforme à ces principes. Monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte est avec nous sur France Maghreb 2, il est représentant des Français établis hors de France. Tarek Mami, question à monsieur le sénateur. Moi, j'aurais peut-être une rafale de questions, mais courtes. Comment on se fait élire à l'Assemblée nationale, donc représentant des Français à l'étranger? On sait ici, à France Maghreb 2, comment ça marche. Mais pour les sénateurs, comment on se fait élire sénateur des Français établis à l'étranger? Qui vote? Les élus des Français à l'étranger. Parce que vous savez, les sénateurs sont de toute façon systématiquement élus au suffrage universel, mais indirect. Oui. Et quel que soit. Et nous, on est comme dans les départements. C'est-à-dire que moi, je suis sénateur des Français à l'étranger, comme il peut y avoir quelqu'un qui est sénateur des Hauts-de-Seine. D'accord. Et le sénateur des Hauts-de-Seine est élu par l'ensemble, finalement, des élus des Hauts-de-Seine. Et globalement, le corps électoral, c'est d'abord les conseils municipaux des Hauts-de-Seine. Pour ce qui concerne les sénateurs des Français de l'étranger, les sénatrices des Français de l'étranger, ce sont les conseillers consulaires. Ah oui, d'accord. Et les conseillers consulaires, en fonction de la taille de la communauté française dans un pays, globalement, je ne vais pas vous la faire longue, mais c'est il y a entre 1 et 9 conseillers consulaires en fonction de la taille des communautés françaises. Et donc en global, il y a 442 conseillères et conseillers des Français de l'étranger, ça c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, qui sont élus et qui constituent les 90% du corps électoral. Et comment un sénateur ou un candidat sénateur fait sa campagne dans le monde entier pour se faire connaître et pour remporter donc la majorité des votes? Écoutez, si vous posez juste la question des 3 mois avant la campagne, je vais vous répondre WhatsApp. D'accord. C'est aussi simple que ça, alors. C'est ça, tout à fait. Mais c'est sur les 2-3 derniers mois, parce que aller voir tous les électeurs, c'est juste pas possible. Oui. Ça coûte énormément, et de toute façon, c'est même si on avait l'argent, ça dépasse, donc c'est pas ça. Et puis c'est pas ça. D'abord, pour être élu, là, il faut venir du terrain. Alors, c'est pas écrit dans la Constitution, mais le fait est que les élus élisent des gens qu'ils connaissent et dont ils savent qu'ils sont capables de porter leurs préoccupations parce qu'ils sont comme eux. Ouais. Donc en fait, moi j'étais élu conseiller à ce qui s'appelait à l'époque l'Assemblée des Français à l'étranger. Ouais. J'ai travaillé, et c'est ce qui m'a permis d'être élu ensuite. Et je pense que les prochains élus au Sénat seront aussi des conseillers des Français à l'étranger. Voilà. Alors 2 questions très courtes à la fin, sans personnaliser la question que Christophe Fro a posée tout à l'heure sur la vaccination. Je ne parle pas de vous-même, mais je parle de l'ensemble des sénateurs. Vous avez une idée du nombre de sénateurs vaccinés aujourd'hui? Je pense qu'il y a une très grande majorité. Oui, mais en même temps, ils sont assez âgés, donc c'est normal. Ah non Au Sénat, non. Non, ici, vous avez... On a souvent dit que Christophe, il est tout jeune. Vous avez un sénateur... J'ai jamais été le Benjamin, c'est pour vous dire que c'est pas une maternelle, mais ça rajeunit par rapport à l'image qu'on en a. Pardon, monsieur le sénateur, on a souvent dit que le Sénat était la maison de retraite de la République. Il a beaucoup rajeuni, parce qu'aujourd'hui... Ça a été peut-être vrai il y a 20 ans, mais... c'est beaucoup moins vrai. Je confirme. Très bien. J'ai un ami qui est très jeune, qui est Christophe André. Ouais. Il fera ça. Et qui est effectivement encore... il y a quelques trentenaires. Qui fait partie
Un peu plus qu'il y a 20 ans, effectivement. Oui, il y a Ouais, quelques les plus jeunes en tout cas. C'est Et vrai. ma dernière constitution. Question. Voilà. Oui, avant de parler. Question suffira. Hein. Oui. Et ma dernière question, comment vous voyez aujourd'hui la société française qui est à la fois plurielle sur le terrain et dans la réalité, mais qui n'est pas plurielle dans les centres de pouvoir en général, en termes de diversité, d'origine, de couleur, de femmes, même s'il y a des lois. Est-ce que la France est dans une phase de transition entre deux périodes, ou est-ce que la France est en train de perdre pied par rapport à ces gros repères, notamment républicains? Moi, je suis assez préoccupé parce que, en fait, je suis parti en 90 de France. Et je suis allé m'installer en Pologne et je suis rentré, finalement, je revis en France depuis 2011. Hein, donc maintenant, ça fait à peu près 10 ans. Mais, donc en fait, j'étais absent pendant 20 ans. Vous êtes resté un peu plus longtemps que Manuel Valls, hors de France. Mais ils sont plus j'ai l'impression... puisque M. Valls a quitté le PS. J'ai l'impression que dans les années 80, il y avait beaucoup de discriminations, mais que quand on les constatait, il y avait une volonté de ceux qui ne se rendaient pas nécessairement compte qu'elles existaient, de les combattre. Aujourd'hui, on considère qu'il faut vivre avec. D'accord. Et donc, Je vous remercie. je pense, et on considère même qu'il y en a certaines qui sont, elles sont comme ça, elles sont normales. Bon, il n'y a pas il y a plus cette volonté de lutter contre les discriminations. La preuve, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure la question du projet de loi sur les principes de la République. Mais le principe de la République, c'est une République crédible qui fait vivre ses principes. Bon. Donc et à l'évidence, il y a quelques décalages entre les principes et la pratique. Donc à partir de là, on peut comprendre qu'il y a quelques personnes qui s'interrogent. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, moi je suis très préoccupé par ça et je suis préoccupé par finalement cette réflexion sur une identité qui est complètement décalée par rapport à la réalité de la France. Voilà. Et par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'il faut être capable d'assumer ensemble. Farid Tabsamani. C'est vraiment une question qui nous interroge, nous, qui nous intéresse ici. Car le slogan de la radio, c'est la radio du vivre et du faire ensemble. Pas en faire que se peut. Ça peut être un slogan vide. Mais c'est cette préoccupation des décalages entre la réalité. Vous allez samedi après-midi dans n'importe quel supermarché, c'est la France. Et vous allez dans d'autres endroits le lundi matin, c'est pas la France. Et donc, comment un homme politique peut se projeter là où vous êtes, même si seul on fait pas grand-chose, pour cette idée de la conformité de la France réelle et de la France représentative en quelque sorte? C'est le combat de gauche. Le combat contre la discrimination, le combat contre l'égalité, l'égalité républicaine, l'égalité des chances, l'égalité de l'accès au logement. Ça fait partie des combats de gauche. Pour ça, il faut être de gauche et vouloir lutter contre ces constats. Et je pense que ça n'a malheureusement pas été... Elle a quand même assez échoué, pardon. Hein. La gauche a été au pouvoir dans ce pays à plusieurs reprises. On ne peut pas dire qu'elle ait réglé le problème. Hein. Ah bah, je suis d'accord. Elle a même participé peut-être à l'accentuer, ça c'est voilà. Alors, l'accentuer, je ne suis pas d'accord vous parliez tout à l'heure de Manuel Valls. Je pense qu'effectivement, il a participé à un discours qui n'a pas été positif. Et le mot d'échéance de la nationalité qui a touché, qui a fait mal au cœur. Ah bah c'est le plus mauvais moment pour moi de mon mandat. Ouais. Le pire souvenir. Ouais. Farid Tabsamani, question à monsieur le sénateur avec nous ici en plateau. Alors avant de lui poser une question, moi je voulais, parce que monsieur le sénateur parle de ce qui reste il évoque la gauche notamment, la gauche républicaine, celle que je connaissais. Vous avez fait référence notamment, sans le dire, notamment aux lois sur l'école qui ont été émancipatrices et notamment d'un point de vue de la laïcité. Aujourd'hui, on se rend compte que la gauche est fracturée, qu'une partie de cette gauche-là, sans parler de parti en particulier, mais qui en réalité ont dévié vers ce que moi j'appelle pas une victimisation, mais un indigénisme d'une certaine manière. C'est comment, selon vous, au Sénat, est-ce que l'idéologie indigéniste a atteint jusqu'aux sénateurs ou pas, notamment de la gauche? Non. Clairement non. D'accord. Clairement non. On l'a vu sur un certain nombre d'amendements lors de la loi sur les principes de la République. Au Sénat, on n'a pas au groupe socialiste et au-delà même du groupe socialiste, voilà, c'est pas l'universalisme républicain reste Il une prime boussole, toujours. reste une boussole.
Ouais, on combat pas, on combat pas le racisme en créant d'autres racismes, on est bien d'accord. Non, même en s'appuyant sur les races. Notamment. Non, mais c'est essentiel de dire ça. Enfin, voilà, Une partie de la gauche aujourd'hui n'a plus ce discours-là. Il y a quelques personnes à gauche qui ne l'ont pas, et je pense qu'en réalité, elles confondent d'une certaine manière, elles confondent les combats qu'il faudrait mener en France avec les combats qui doivent être menés aux États-Unis. On est d'accord. Moi, j'ai une question plus proche, effectivement, de vos responsabilités. On a un certain nombre de Français qui vivent dans des pays étrangers, pour des raisons professionnelles ou parfois tout simplement par amour des pays en question. Il y a la crise donc sanitaire qui a touché l'ensemble de la planète et il y a cette politique de vaccination. Et est-ce que l'ensemble des Français qui vivent dans des pays étrangers ont accès à la vaccination et est-ce qu'ils ont accès au même type de vaccination que nous en métropole, par exemple ? Non, pas tout. Enfin, non. La situation est assez terrifiante. J'ai énormément, tous mes collègues et moi-même, on en a tous les jours des appels sur ce sujet. Des appels au secours, et depuis qu'en plus les tests PCR ont été annoncés payants pour eux, en particulier, c'est assez terrible. Bien entendu, il a fallu d'abord se battre pour que les gens qui voulaient se protéger puissent se protéger avec ce qui était disponible au niveau local. Et d'ailleurs, le gouvernement français a dit au début qu'il fallait se faire vacciner au niveau localement le plus possible. Bon. Ensuite, dans un certain nombre de pays, le gouvernement a dit de toute façon, il n'y a pas de vaccination possible. Nous, on a poussé pour qu'il y ait effectivement une politique de vaccination à l'étranger des communautés françaises. Et ça a été engagé dans un certain nombre de pays, des pays où c'était le plus tendu, l'Inde, Madagascar au début, avec, là pour le coup, des vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. Mais on doit constater maintenant qu'il y a un sujet général, c'est la reconnaissance des vaccins qui ont été... alors, le gouvernement se cache derrière cette vaccination dans un certain nombre de pays pour dire on est fantastique, on en a fait beaucoup plus que tout le monde, etc. Et je dis scandale, parce qu'il faut pas, c'est pas parce que vous avez fait un petit truc bien qu'il faut pas essayer de faire les choses globalement correctement. Or aujourd'hui, vous êtes vacciné aux États-Unis avec des vaccins reconnus par l'Agence européenne du médicament. Vous avez un certificat américain. Ce certificat américain ne va pas vous permettre d'être intégré au pass sanitaire français. Pire, j'ai été vacciné en Pologne. Ah oui. Avec des vaccins qui sont reconnus par l'Agence européenne du médicament. J'ai mon certificat Covid numérique européen polonais. Ce certificat n'est pas intégrable dans le pass sanitaire français. C'est-à-dire que si je veux aller à une manifestation où le pass sanitaire est nécessaire, je dois faire un test PCR. Parce que même en Europe, les vaccins faits dans un autre pays européen ne sont pas intégrables. C'est un véritable scandale. Ce qui est une élaboration. Je pense que là, c'est plus technique que politique. Et après, j'avais fait adopter par le Sénat un amendement de reconnaissance du principe de reconnaissance des vaccins qui avait été fait à l'étranger. Il avait été adopté au Sénat et lors de la commission mixte paritaire, ça a été retiré. Et ce qui pose effectivement aujourd'hui énormément de problèmes. On a des Français qui sont vaccinés avec des bons vaccins. J'irais même parfois des vaccins qui ont été proposés par l'initiative COVAX. C'est-à-dire que là encore, il y a un scandale. Vous avez la France qui fait la promotion d'une initiative COVAX, qui finance COVAX, qui donc l'initiative qui permet de financer et d'accompagner la livraison de vaccins dans les pays qui ont du mal à se les procurer sur le marché. Bon. L'initiative COVAX a fait appel à un certain nombre de vaccins. Bon, on finance ces vaccins. Est-ce que ces vaccins sont bons pour un certain nombre de pays pauvres et pas assez bons pour l'Europe ? Parce que finalement, c'est ça. Quand vous avez Covishield, quand vous avez Sinopharm, ils sont dans l'initiative COVAX. Et pourtant, alors qu'on les finance et qu'on en fait la promotion, ensuite, quand les gens sont vaccinés avec, on leur dit « non, désolé, c'est pas bon pour rentrer en France ». Enfin, attendez, c'est quoi il y a deux types de personnes. Ça paraît assez hallucinant. Il y a un double standard qui est absolument scandaleux. Monsieur le sénateur, pour finir, il y a cet article qui est sorti sur une de vos collègues, Esther Benbassa, dans Mediapart. Comment vous réagissez et surtout cette affaire a éclaboussé un petit peu les couloirs du Sénat. Aujourd'hui on ne parle que de ça. De quelle manière un petit peu vous voyez cette affaire qui touche donc Esther Benbassa ?
Écoutez, je n'étais pas beaucoup présent au Sénat aujourd'hui, donc je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires. En clair, est-ce que Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires. Est-ce que vous êtes étonné, monsieur le sénateur, je ne suis pas sans ignorer que, effectivement, depuis quelques semaines, il y a un certain nombre de sujets sur des questions qui sont majeures et qui reviennent sur un certain nombre de mes collègues. Bon, bah, voilà, vous étiez au courant, monsieur le sénateur, parce que dans l'article, on dit que certains sénateurs qui ont gardé l'anonymat ont à plusieurs reprises été informés par les collaborateurs de Madame Esther Benbassa. Est-ce que ça a été votre cas, par exemple ? Alors moi, je n'ai pas été informé directement par une collaboratrice ou un collaborateur d'Esther Benbassa sur ce sujet, mais je sais que c'est un sujet globalement sur lequel, effectivement, les assemblées parlementaires doivent continuer à faire des efforts parce qu'il y a à l'évidence quelques sujets qui sont actuellement, qui font un peu la une de la presse. Ouais. C'est un peu aussi dû au statut précaire des collaborateurs, qui sont généralement complètement dévoués à leurs parlementaires et alors leurs parlementaires et patrons, puisque c'est les parlementaires qui les emploient. Et moi, je suis pas du tout étonné, alors pas forcément concernant cette sénatrice, mais malheureusement, on a parfois des collaborateurs qui subissent beaucoup de souffrances, notamment au travail, qui sont dues aussi à pression, beaucoup de pression. Oui, c'est quand même, le travail est relativement difficile, mais voilà, moi je voulais quand même saluer mes anciens collègues qui parfois subissent des choses qui sont très difficiles. Quel type de patron vous êtes, vous, monsieur Lecomte, avec vos collaborateurs ? Oh, c'est pas moi qu'il faut le demander. Ouais. Bon. Je vais vous dire, non, parce que sur ce sujet, je pense d'abord qu'il y a aussi un problème d'expérience et parce que ce n'est pas simple. C'est vrai que les parlementaires eux-mêmes sont, parfois un peu stressés sur un certain nombre de choses qu'on doit faire, on ne maîtrise pas nécessairement tout, on doit faire une intervention, on sait encore qu'il y a des zones d'ombre, etc. Et finalement, le stress, il passe, il peut y en avoir une partie qui passe sur des collaborateurs, et si on n'a pas... C'est pas évident pour les parlementaires non plus, mais je reconnais qu'après, derrière, nous, on a choisi ça et que finalement, les collaborateurs sont des salariés qui méritent les mêmes protections que partout ailleurs. Et souvent, il peut y avoir une tentation de considérer que, bon, d'accord, ils sont salariés, mais ils sont aussi militants. Ouais. Et ça, il faut faire gaffe. Ouais. Il faut faire gaffe il faut essayer de séparer les deux. C'est pas évident. Il y a une arlésienne sur le statut des élus depuis 20 ans. Où est-ce que nous en sommes en France sur le statut des élus ? Il y a tout dépend. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut global, mais est-ce qu'on peut établir un statut identique pour tous ? Après, il y a le sujet. Je sais. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met dedans ? On met dedans les conditions d'entrée, les salaires, combien on paye les salariés automatiquement, à la retraite, comment ça se passe, et on ne fait pas... Bon, il y a plein de choses. Le statut, ça dit son nom. Vous avez le statut de fonctionnaire, vous avez le statut de, de l'enseignant, mais vous n'avez pas le statut de l'élu. Ouais, vous avez même... Les élus font pas tous le même. Les élus n'ont pas tous la même activité non plus. Oui, mais ils sont tous élus payés par l'impôt. C'est pas un travail. Voilà, ils sont payés par l'impôt. Et je rajoute même que dans le statut, on dit que toute personne, par exemple, condamnée dans le cadre de ses activités, elle doit être interdit d'activité politique pendant 10 ans à vie. Il n'y a pas ça. Vous savez que... Non, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup. Moi, depuis 2013, il y a quand même eu sur ce sujet beaucoup de... Vous savez que c'est le seul métier auquel on peut accéder sans présenter de bulletin numéro 3. Moi, je suis directeur de radio. Chaque fois que je dépose une demande de candidature pour une ville, la pièce principale, c'est la radio et c'est le bulletin numéro 3 vierge. Et toute personne condamnée qui apparaît sur le B3 ne peut pas obtenir une autorisation de radio dans ce pays. Ni taxi d'ailleurs, ni d'autres. Alors que en politique, on peut avoir été condamné pour corruption et puis revenir se présenter, ça roule. Donc c'est ça le statut peut-être. Sur ces aspects, on peut toujours améliorer les choses. Mais depuis 2013, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites en matière
lutte et de transparence lutte contre les conflits d'intérêts et transparence sur ce qui était des intérêts, transparence sur les questions de patrimoine, en liaison avec les déclarations d'impôts en particulier, de liaison avec les représentants d'intérêts. Je ne dis pas que la situation est idéale et on ne peut pas mettre tous les élus dans le même paquet, parce que si on met tous les élus dans le même paquet, ça va pas le faire. On compose par exemple, quand on met sur les représentants d'intérêt un certain nombre de contraintes pour rendre plus transparent les liaisons entre les représentants d'intérêt, ce qu'on appelle lobby, avec les parlementaires, c'est logique. Oui. Et là, on peut le suivre, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, des parlementaires. Non. Si on met ça à tous les élus locaux, qui peuvent aussi avoir des choses localement, alors là, c'est plus gérable pour personne. Bon. Voilà, je crois que de ce point de vue-là, on ne mesure même pas ce qui a été fait depuis l'affaire Cahuzac. On dit juste qu'il faut faire davantage. C'est ça, Christophe. On peut juste continuer sur la bonne lancée, monsieur. Quand on était à l'école primaire, on nous disait toujours bien peut mieux faire. Donc, peut mieux faire. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte. Je rappelle que vous êtes représentant des Français établis hors de France et vous étiez donc sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Et vous allez donc pouvoir retourner peut-être au Sénat, je ne sais pas quand, pour prendre un peu le poumon de la résonance de cette affaire Benbassa à la suite de cet article de Mediapart. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, et à très bientôt sur France Maghreb 2. Dans un instant, la Tunisie se reconfine. Demain, oui, on en reparle. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum en ce vendredi soir, et bon courage si vous êtes dans les embouteillages. Je salue d'ailleurs Amokran, Valérie, Julie et Christian qui sont dans les embouteillages. Bon courage à vous quatre. Vous le savez, France Maghreb 2 a démarré en partenariat avec le Secours Islamique France ce week-end de la générosité depuis 15h cet après-midi. On est avec Ahmed El Kouki qui est responsable de l'événementiel au Secours Islamique France. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Christophe. Alors, on rappelle évidemment que cette campagne vise l'Aïd al-Adha, l'Aïd Kibir, d'ici quelques jours, la possibilité d'offrir donc de la viande, de quoi en tout cas pouvoir manger de la viande en famille, de quoi aussi proposer à toutes ces personnes nécessiteuses de pouvoir bénéficier aussi de l'Aïd grâce aux donateurs. Ahmed, de quelle manière on s'y prend, de quelle manière ça se passe? Alors concrètement, c'est très très simple. Effectivement, comme tu l'as dit Christophe, le projet, en quelques mots, c'est vraiment de permettre cette année, on vise plus de 300 000 personnes, donc réparties dans 15 pays dans le monde, y compris la France. Et l'idée, c'est de permettre à ces personnes, à ces familles démunies, de passer aussi un Aïd dans la dignité et de pouvoir manger justement une denrée rare pour beaucoup d'entre eux, qui est de la viande. Donc en fait, le CIF, par procuration, procédera en fait au sacrifice d'une à peu près de 20 000 bêtes et distribuera à chaque famille des colis de viande pour que ce moment aussi de fête soit aussi ressenti par ces populations-là. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez vraiment apporter de la joie au sein de ces foyers, il suffit de se rendre tout de suite sur le site internet www.secours-islamique.org. Si vous souhaitez vraiment plus d'informations, vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le standard, donc le 01 60 14 14 14. Donc on a nos équipes qui seront là aujourd'hui et tout le week-end pour justement, ils se tiennent à votre disposition pour répondre. Si vous avez vraiment des questions, quel pays, combien, comment ça se passe, etc. Et nous, tout le week-end, comme l'a déjà fait notre directeur lorsqu'il a lancé le week-end, on sera aussi présent pendant les 2 prochains jours, samedi et dimanche. Et on va vous faire voyager dans différents pays, à peu près une dizaine, pour vous expliquer à chaque fois comment ça se passe dans tel ou tel pays, comment on s'organise, quelle est la situation sur place aussi, parce que chaque pays a une situation particulière de crise. Donc certains c'est des conflits, d'autres c'est des crises alimentaires, d'autres c'est des catastrophes naturelles. Bref, là où le CIF est présent, on essaie justement d'apporter cette aide qui est vraiment unique. En fait, si tu me permets Christophe, c'est vrai que ce projet, en fait, c'est 2 choses ou 3. La première chose, c'est que on essaie de transformer un peu cette tradition, ce rite, en une action humanitaire. Et l'action humanitaire, c'est de permettre de nourrir en fait ces personnes-là et aller plus loin, parce que derrière, au-delà de la nourriture ponctuelle, on travaille vraiment
dans des projets intégrés en soutenant les éleveurs, etc. Et la deuxième chose aussi, c'est aussi permettre aux donateurs ici de France de s'acquitter aussi de cette, entre guillemets, pas de cette obligation, mais en tout cas de cet acte cultuel qui à la fois aide les personnes et en même temps permet aux donateurs de s'acquitter de cet acte qui leur sont chers en fait à tous les deux. C'est des moments particuliers qu'on attend tous. On a 2 fêtes dans l'année, en tout cas je parle des musulmans. On a la fête de l'Aïd al-Fitr et on a la fête de l'Aïd al-Adha, et chacun en famille, on aime tous fêter ces moments assez particuliers qui nous sont chers. Ahmed, on rappelle également qu'il y a les cadeaux de l'Aïd, c'est important aussi, c'est 25 €, ça peut permettre aussi de pouvoir aussi toucher les enfants, parce que c'est avant tout leur fête aussi, les enfants, avec des habits neufs évidemment qui leur seront proposés. Donc tout cela se passe sur le www.secours-islamique.org, et le téléphone évidemment à ne pas louper, à composer si toutefois on souhaite avoir davantage d'informations, le 01 60 14 14 14. On est d'accord, Ahmed? Tout à fait, tu as tout dit. Donc pensons aux enfants. Pensons à leur redonner un peu le sourire dans ces moments parfois difficiles. Donc, offrez-leur un cadeau à partir de 25 €. Et juste, je rajoute, Christophe, c'est que effectivement, les cadeaux, c'est les habits, mais pas que. En fait, ce qu'on fait avec la somme que les donateurs versent pour ces cadeaux de l'Aïd, c'est soit des habits, soit des kits scolaires. C'est important. C'est des cadeaux très utiles, cartables, crayons, bref, des kits scolaires. Et parfois aussi, dans certains pays, pas partout, dans certains pays, on fait des sorties récréatives, donc dans des parcs, etc., pour justement faire sortir un peu ces enfants-là de leur contexte un peu compliqué et s'amuser, etc. Donc ça sert vraiment à ça, les cadeaux de l'Aïd. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed El Kouki, responsable événementiel chez Secours Islamique France. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, Ahmed, tout au long du week-end et avec ce week-end de la générosité, on va ainsi découvrir de la manière dont se déroule le déroulement des projets, le développement des projets, au pluriel bien sûr, à l'encontre des nécessiteux à travers le monde. Merci beaucoup, Ahmed, à très bientôt. Bonne soirée et bon week-end de la générosité sur France Maghreb 2. On arrive bientôt au terme de cette émission. On n'aura malheureusement pas le temps d'évoquer la Tunisie. Juste pour vous rappeler qu'à partir de demain débute sur le territoire tunisien, pour l'ensemble du territoire tunisien, un confinement généralisé, qu'un couvre-feu y est instauré depuis quelques jours et qui débute à 20h, et que ce pays devrait placer du côté rouge de la carte. Vigilance. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Dans un instant, Samir Abstam juste après les infos de 18h.